les fruits et légumes que tu trouves sur ta table n'ont pas toujours été comme tu les connais. Aujourd'hui. Il fut un temps où les fraises étaient blanches et avaient le goût de l'ananas, les concombres étaient couverts d'épines et les bananes étaient pleines de graines. Mais ce n'est pas tout. Le ketchup était autrefois une pâte fermentée de poisson et les carottes, loin d'être oranges, étaient violettes et jaunes. Peux-tu imaginer comment l'ingéniosité humaine a transformé ces aliments de manière si radicale? Numéro 1. Ketchup. Une histoire d'évolution. Tel que nous le connaissons aujourd'hui, c'est l'une des sauces les plus populaires dans le monde entier, un accompagnement essentiel des fast-foods comme les hamburgers, les frites et les hot-dogs. Cependant, son origine est bien plus ancienne que la plupart ne pourraient l'imaginer et est remplie de transformations au fil des siècles. L'histoire du ketchup commence dans la Chine ancienne, vers l'an 300 avenue Jésus-Christ. À cette époque, les habitants de la région ont développé une sauce fermentée à base de poissons salés et d'anchois, qu'ils appelaient kishap, ou ketchup, des mots qui signifiaient littéralement sauce de poisson. Ce condiment était utilisé pour rehausser le goût de divers plats, et bien que le mélange puisse sembler peu appétissant selon les normes modernes, il était très apprécié à son époque. Ce premier ketchup n'avait absolument rien à voir avec les tomates, ni même avec la douceur ou la texture que nous associons maintenant à cette sauce. Au fil des siècles, le ketchup a réussi à franchir les frontières de l'Asie, arrivant en Europe au cours du XVIIIe siècle. Dans ce nouveau contexte, les chefs européens ont tenté de recréer la recette originale, mais le manque d'accès à certains ingrédients a conduit à la création de diverses variantes. L'une des versions les plus populaires de cette époque était le ketchup aux champignons, qui consistait en un mélange de champignons, d'échalotes et d'épices. D'autres expérimentations incluaient une variante sucrée qui était servie en accompagnement pour les puddings et desserts. Il y avait même des recettes basées sur la fleur de sureau et le réfort. Le grand changement dans l'évolution du ketchup a eu lieu en 1812, lorsque James Mease, un horticulteur américain, a écrit la première recette connue de ketchup à la tomate. Bien que novatrice, cette version n'était pas populaire en raison d'un détail préoccupant. On utilisait du goudron de huilla pour intensifier la couleur rouge de la sauce. Ce composant était hautement toxique et, heureusement, il n'a pas tardé à être éliminé de la formule. Le véritable élan pour le ketchup est arrivé au XXe siècle, spécifiquement en 1904, lorsque l'entreprise Heinz a décidé de perfectionner la recette. Ils ont créé une version sûre, à base de tomates fraîches, qui éliminait complètement toute substance nocive. De plus, Heinz a introduit des techniques modernes de mise en bouteille et de conservation qui ont permis de porter le produit à plus de foyers et de garantir sa fraîcheur pendant de longues périodes. Cette innovation a marqué le début de la popularité mondiale du ketchup et l'a établi comme un élément de base sur les tables de millions de personnes. Numéro 2. Fraise. L'un des fruits les plus reconnus et appréciés au niveau mondial, elles n'ont pas toujours été comme nous les connaissons. Leur histoire est un mélange d'évolution naturelle et de manipulation humaine qui a donné lieu à la version actuelle. Rouge, douce et juteuse. Cependant, les fraises d'il y a des milliers d'années avaient un aspect et un goût complètement différents. À leur début, les fraises étaient connues sous le nom de baille purin. Ces fruits étaient blancs, de grande taille et avec un goût acide qui rappelait l'ananas. Ce type de fraise primitive était à l'origine cultivé en Amérique du Sud, spécifiquement dans les régions d'Argentine et du Chili, où le peuple mapuche les domestiquait déjà depuis des siècles. Bien qu'elles paraissent étranges aujourd'hui, ces fruits jouaient un rôle fondamental dans l'alimentation et la culture des communautés locales. Le destin de ces fraises a pris un tournant radical en 1714, lorsqu'un espion français en Amérique du Sud, intrigué par ces fruits uniques, a décidé de les emmener avec lui en Europe. Ce contrebande a marqué le début de la transformation de la fraise. Une fois en Europe, les Purabéries ont été croisées avec une variété de fraises sauvages, connue sous le nom de fraise de Virginie, qui poussait sur la côte nord-africaine. Et elle était plus petite, mais très résistante. Cette combinaison a donné naissance à une nouvelle variété de fraises, plus grande, de couleur rouge, brillante et beaucoup plus sucrée. Le succès de ce croisement a été si grand que, ironiquement, les fraises rouges sont retournées en Amérique du Sud, où elles ont largement remplacé les Purabéries originales. Cette invasion botanique a fait que les anciennes fraises blanches sont devenues beaucoup plus difficiles à trouver, les transformant en une rareté. Cependant, elles existent encore dans certaines fermes sélectionnées d'Amérique du Sud, où elles sont préservées comme une curiosité historique et botanique. La fraise rouge que nous connaissons aujourd'hui a continué d'évoluer en Europe,
grâce à l'intérêt des horticulteurs qui cherchaient à la rendre encore plus grande et plus sucrée. Ninevotois, ananas. Ce sont des fruits tropicaux appréciés pour leur douceur et leur fraîcheur, mais leur histoire et leur évolution sont bien plus complexes que ce que nous pourrions imaginer. Ces fruits, qui sont aujourd'hui synonymes de paradis tropicaux et de cocktails exotiques, ont une origine modeste et une transformation surprenante. Les origines de l'ananas remontent à une plante appelée Bromia pinguino, qui pousse en Amérique centrale. Cet ancêtre de l'ananas moderne produisait un fruit minuscule connu sous le nom de pinella. Bien que petit, ce fruit était incroyablement acide, au point d'être immangeable, à moins de le diluer dans de l'eau. Un autre ancêtre possible de l'ananas est l'ananas comosa, également connu sous le nom d'ananana. Un fruit plus petit et amer que l'on trouve encore dans les régions du Paraguay et du Brésil. À travers des siècles de culture sélective, les ananas ont été transformés en fruits plus gros, sucrés et moins acides. Ce processus a été impulsé par les communautés indigènes d'Amérique centrale et du Sud qui ont vu le potentiel de l'ananas comme aliment et symbole culturel. De plus, les ananas n'étaient pas seulement appréciés pour leur goût, mais aussi pour leur résistance et leur capacité à s'adapter à divers climats tropicaux. La rencontre des ananas avec le monde occidental a eu lieu lors du voyage de Christophe Colomb en Amérique, en 1493. Colomb et son équipage ont découvert ce fruit dans les Caraïbes et ont été fascinés par son goût unique. Les ananas sont rapidement devenus un symbole d'hospitalité et de luxe en Europe, où ils étaient cultivés dans des serres spéciales et servis lors de banquets royaux. Malgré leur succès, les ananas ont continué à évoluer. De nos jours, il existe des variétés uniques, comme l'Ananus bractetu, également connu sous le nom d'ananas rouge, dont la peau est comestible et présente une couleur vive qui contraste avec les ananas traditionnels. De plus, des méthodes de culture ont été développées pour permettre leur production massive, ce qui en a fait un aliment accessible dans le monde entier. Bien que les ananas modernes soient le produit de siècles de manipulation, leurs racines dans la Bromeliaceae pinguino et l'ananas comosus nous rappellent leur début modeste. Leur évolution est un témoignage de l'ingéniosité humaine et de l'impact que l'agriculture peut avoir sur les aliments que nous apprécions au quotidien. Numéro 4. Pastèque. Ces fruits, sucrés et juteux qui rafraîchissent les journées chaudes, ont un passé étonnamment différent. Bien qu'aujourd'hui elles soient emblématiques pour leur pulpe rouge et leur écorce verte, leur apparence et leur goût n'ont pas toujours été ainsi. L'évolution des pastèques est un exemple fascinant de la manière dont la domestication humaine peut transformer complètement un aliment. Il y a environ 4000 ans, les premières pastèques ont été domestiquées dans le nord-est de l'Afrique. Cependant, ces fruits étaient très différents de ceux que nous connaissons aujourd'hui. Elles avaient une forme ovale et leur intérieur était amer, avec une écorce épaisse et dure qui rendait leur consommation difficile. Dans l'Égypte ancienne, elles étaient principalement appréciées pour leur capacité à stocker de l'eau à l'intérieur, ce qui les rendait précieuses dans les régions arides. Même dans les tombes des pharaons, on a trouvé des représentations de pastèques comme offrandes funéraires, ce qui suggère leur importance dans la vie et la mort. Lorsque les pastèques sont arrivées en Europe, au cours du XIIIe siècle, leur apparence n'avait pas encore changé de manière significative. Une œuvre du peintre Giovanni Stanchi, créée entre 1645 et 1672, montre une pastèque de l'époque avec un intérieur étrange. Au lieu de la pulpe rouge et uniforme que nous connaissons, elle avait un motif en spirale et était remplie de graines. Cela démontre que les pastèques de cette époque étaient encore amères et moins attrayantes comme aliment. Au fil des siècles, les agriculteurs ont commencé à sélectionner des pastèques qui étaient plus sucrées, moins amères et avec une proportion plus élevée de pulpe comestible. Ce processus de sélection artificielle a permis de développer des variétés plus agréables au palais. L'un des changements les plus importants a été la transformation de l'intérieur du fruit, qui est passé d'une structure en spirale et fibreuse à une texture homogène, douce et juteuse. De plus, l'écorce est devenue plus fine et moins résistante, facilitant sa consommation. De nos jours, les pastèques sont cultivées sur presque tous les continents et il existe de multiples variétés, y compris celles sans pépins et à écorce jaune. De plus, leur rôle dans la culture populaire a transcendé en tant que symbole de l'été, de la fraîcheur et de la vitalité. Bien que ses racines se trouvent dans un fruit amer qui survivait dans des climats hostiles, la pastèque moderne est une preuve de l'ingéniosité humaine en agriculture. Numéro 5. Carottes. Quand nous pensons aux carottes, nous les associons automatiquement à leur couleur orange caractéristique. Cependant, ce légume a une histoire qui le relie à des couleurs,
des traditions politiques et des changements culturels que peu de gens connaissent. À l'origine, les carottes n'étaient pas oranges. Il y a plus de 1000 ans, dans l'ancienne Perse, les premières carottes cultivées étaient blanches, jaunes, ou même pourpres. Ces couleurs variaient selon les mutations génétiques naturelles qui se produisaient dans les plantes. À cette époque, les carottes étaient principalement valorisées pour leurs feuilles. Utilisées comme herbes aromatiques et pas tant pour leurs racines, qui étaient plus dures et moins savoureuses que la version actuelle. La transformation vers la couleur orange a commencé aux Pays-Bas au cours du XVIe siècle. À ce moment-là, les Pays-Bas luttaient pour leur indépendance sous la direction de Guillaume d'Orange. Pour montrer leur soutien à la cause, les agriculteurs ont commencé à sélectionner des carottes de couleur orange en hommage au leader et à sa famille. Ce geste symbolique est devenu une déclaration politique et culturelle, qui a aidé à populariser cette variété dans toute l'Europe. En plus de leur charge symbolique, les carottes oranges offraient des avantages pratiques. Elles étaient plus sucrées et plus faciles à cultiver que les variétés précédentes, ce qui les a rendues populaires non seulement pour leur signification politique, mais aussi pour leur goût et leur polyvalence en cuisine. Avec le temps, ces carottes ont éclipsé celles d'autres couleurs, devenant la variété prédominante. Cependant, l'histoire de la carotte n'est pas exempte de controverses. Au XVIIIe siècle, après le déclin politique de la Maison d'Orange, certains groupes ont tenté de réguler la production de carottes oranges, car ils les considéraient comme un symbole de l'Ancien Régime. Malgré ces tentatives, la popularité de cette variété a continué de croître. Et aujourd'hui, elles sont cultivées dans le monde entier comme un aliment essentiel dans de nombreuses cultures. Actuellement, les carottes multicolores reviennent sur les marchés comme une curiosité historique et gastronomique. Ces variétés rappellent leur riche histoire et démontrent comment un aliment peut transcender sa fonction nutritionnelle pour devenir un symbole politique et culturel. Numéro 6. Banane. C'est l'un des fruits les plus consommés au monde, mais peu de gens savent que son apparence et son goût ont changé drastiquement au fil des millénaires. Aujourd'hui, nous les connaissons comme des fruits doux, moelleux et sans pétins. Mais leurs ancêtres étaient assez différents. Les premiers bananiers ont commencé à être cultivés il y a entre 7000 et 10 000 ans dans les régions d'Indonésie, des Philippines et de Nouvelle-Guinée. Ces fruits originaux étaient petits, de couleur pâle et remplis de graines noires qui occupaient la majeure partie de leur intérieur. Ce type de banane, connu sous le nom de Musa acuminata, était moins attrayant comme aliment en raison de sa texture fibreuse et de son goût moins sucré. Le premier enregistrement de bananes en Europe remonte à l'an 327 avenue Jésus-Christ, lorsqu'Alexandre le Grand les découvrit en Inde et les rapporta en Méditerranée. Avec le temps, les agriculteurs ont commencé à croiser des variétés pour obtenir des fruits plus gros, plus sucrés et avec moins de graines. Ce processus a abouti aux variétés modernes que nous apprécions aujourd'hui. L'une des étapes les plus importantes de l'histoire de la banane s'est produite entre 1850 et 1950, lorsque la variété Gros Michel a dominé le marché mondial. Cette banane était célèbre pour sa douceur et sa durabilité, mais elle a été dévastée par une maladie appelée la maladie de Panama. Pour le remplacer, la variété Cavendish a émergé, devenant rapidement la plus cultivée dans le monde entier. Malgré ces avancées, la banane continue de faire face à des défis. Sa dépendance à des cultures génétiquement homogènes la rend vulnérable à de nouvelles maladies. Aujourd'hui, la science cherche à développer des variétés plus résistantes, assurant que ce fruit essentiel continue d'être une partie clé de notre alimentation mondiale. Numéro 7. Bière de coque. L'histoire de la bière de coque, également connue sous le nom de cocktail, est un exemple fascinant des pratiques culinaires curieuses de l'Antiquité. Populaire en Angleterre au XVIIe et XVIIIe siècle, cette boisson particulière combinait la technique de la fermentation avec des ingrédients peu conventionnels, comme un coq entier. Le processus de fabrication de la bière de coque commençait par la préparation d'une bière de base, à laquelle on ajoutait l'ingrédient vedette, un coq. Dans certaines recettes, le coq était préalablement cuit, tandis que dans d'autres, il était utilisé cru, plumé et assaisonné avec de l'ail, des clous de girofle et des épices. Ensuite, il était placé dans un sac en tissu et immergé dans le tonneau de bière pendant plusieurs jours, permettant au processus de fermentation d'incorporer ses saveurs à la boisson. Bien que cette technique puisse sembler étrange selon les standards modernes. À l'époque, elle était considérée comme une pratique raffinée.
Certains historiens suggèrent que la bière de coque était appréciée pour ses supposées propriétés médicinales et aphrodisiaques. Les coques, vus comme des symboles de force et de virilité, étaient idéaux pour transmettre ces qualités à la boisson. De plus, on pensait que ce type de bière pouvait aider à combattre des maladies courantes, comme les rhumes. Cependant, la bière de coque n'était pas une boisson uniforme. Les méthodes de préparation variaient largement selon la région et la préférence du brasseur. Dans certains cas, le coque était remplacé par d'autres ingrédients, comme des raisins secs ou des herbes aromatiques, qui complétaient les saveurs du mélange. Il existait même des versions plus sophistiquées destinées aux classes supérieures, qui incluaient des ingrédients exotiques et un processus de préparation plus élaboré. Au fil des siècles, la popularité de la bière de coque a commencé à décliner. Les méthodes modernes de fermentation et l'apparition de nouvelles boissons alcoolisées ont supplanté cette ancienne pratique. De plus, les croyances concernant ces bienfaits médicinaux ont perdu de leur crédibilité avec le temps. Numéro 8. Titane. Ils sont l'un des aliments les plus polyvalents de nos jours, présents aussi bien dans les salades que dans les traitements de spa. Cependant, leur apparence et leur goût ont changé de manière significative au fil des siècles. Les premiers concombres cultivés, qui sont apparus il y a plus de 3000 ans en Asie occidentale, étaient très différents de ceux que nous connaissons aujourd'hui. Les ancêtres des concombres modernes étaient petits, ronds, et couverts d'épines. Ces épines, qui leur donnaient un aspect intimidant, servaient de défense naturelle contre les insectes et les animaux. De plus, ces concombres primitifs contenaient une forte concentration de cucurbitacines, des composés chimiques responsables de leur goût amer et de leur capacité à provoquer des éructations. Bien que ces caractéristiques puissent être utiles pour la plante, elles les rendaient moins attrayants pour la consommation humaine. Au fur et à mesure que les concombres se sont répandus en Europe via la route de la soie, les agriculteurs ont commencé à les sélectionner pour éliminer leurs caractéristiques les moins désirables. Ce processus comprenait l'élimination des épines et la réduction des cucurbitacines, ce qui a donné des concombres plus doux et moins amers. Avec le temps, les concombres ont également changé de forme, devenant plus longs et plus fins, des caractéristiques qui ont facilité leur préparation et leur consommation. De nos jours, les concombres modernes sont connus pour leur goût doux et leur haute teneur en eau, ce qui en fait un aliment idéal pour l'hydratation. En plus de leur utilisation culinaire, les concombres se sont popularisés dans le monde des soins personnels. Leurs propriétés apaisantes et rafraîchissantes en ont fait un élément essentiel dans les masques et les traitements pour réduire les gonflements. Malgré ces améliorations, certains agriculteurs ont travaillé pour préserver les variétés originales de concombres. Ces concombres ancestraux sont encore cultivés dans certaines régions et sont appréciés pour leur résistance naturelle et leur goût unique. Cependant, la plupart des gens ne choisiraient probablement pas de les utiliser comme relaxants dans un spa, étant donné leur texture épineuse. Le voyage du concombre, de ses origines épineuses à devenir un symbole de fraîcheur, est une preuve supplémentaire de la manière dont l'agriculture a façonné les aliments pour les adapter à nos besoins et préférences. Numéro 9. Maïs. C'est l'une des cultures les plus importantes au monde, présente dans d'innombrables plats et produits. Ils ont changé drastiquement depuis leur début modeste. Il y a entre 6000 et 10 000 ans, le maïs moderne a émergé d'une plante appelée théosinte, qui poussait à l'état sauvage dans ce qui est d'aujourd'hui le Mexique. Le théosinte était très différent du maïs actuel. Ses grains étaient petits, durs, et protégés par une coque épaisse qui rendait leur consommation difficile. De plus, son apparence ressemblait plus à celle d'une herbe qu'à celle d'un épi. Malgré ces limitations, les communautés indigènes de la région ont reconnu son potentiel et ont commencé à le cultiver. Le processus de domestication du théosinte a été lent et méticuleux. Les agriculteurs ont sélectionné des plantes avec des grains plus gros et moins de coque, ce qui a permis à l'épi de croître et de devenir plus facile à récolter. Ce travail a abouti au maïs que nous connaissons aujourd'hui, avec des grains tendres, juteux, et pleins d'amidon. Le maïs est devenu non seulement un aliment de base, mais aussi un symbole culturel et spirituel pour de nombreuses civilisations précolombiennes. Avec l'arrivée des colonisateurs européens, le maïs s'est rapidement répandu dans le monde entier. En Europe, en Afrique et en Asie, il s'est adapté à différents climats et usages culinaires, se consolidant comme une culture clé. Aujourd'hui, le maïs est utilisé non seulement pour l'alimentation humaine, mais aussi pour la production de biocarburants, de plastiques biodégradables et d'aliments pour animaux.
Le lien génétique entre le théosinte et le maïs moderne a été confirmé par des scientifiques au XXe siècle, démontrant comment l'intervention humaine a transformé cette plante en l'une des cultures les plus polyvalentes et essentielles pour l'humanité. Aujourd'hui, chaque épi est un rappel de l'ingéniosité agricole de nos ancêtres. Numéro 10. Les dindes, protagonistes incontestés de la fête de Thanksgiving aux États-Unis. Elles n'ont pas toujours été aussi grandes que celles que nous connaissons aujourd'hui. Leur évolution, stimulée par l'élevage sélectif et le commerce, les a transformés d'oiseaux modestes en géants culinaires en seulement quelques décennies. Au XIXe siècle, la dinde n'était pas le choix principal pour les dîners de Thanksgiving. À la place, on préférait des plats comme le cerf, le coq ou le canard. Cependant, vers les années 1850, la dinde a commencé à gagner en popularité grâce à sa taille adéquate pour nourrir de grandes familles et à sa disponibilité dans les fermes locales. Dans les années 60, la dinde moyenne pesait environ 15 livres, soit presque la moitié du poids des dindes actuelles. Cette augmentation significative est due aux avancées dans l'élevage sélectif, où les agriculteurs ont privilégié des caractéristiques comme la taille et la quantité de viande. À chaque génération, les oiseaux les plus grands et les plus robustes étaient sélectionnés pour se reproduire, ce qui a conduit à une évolution accélérée. Aujourd'hui, les dindes élevées commercialement pèsent en moyenne plus de 30 livres. Ce qui en fait de véritables géants comparés à leurs ancêtres. Bien que cette transformation ait augmenté la production de viande, elle a également apporté des défis. Les dindes modernes sont souvent moins agiles et ont des difficultés à se reproduire naturellement, ce qui les rend dépendantes de méthodes comme l'insémination artificielle pour maintenir leur population. En plus de la taille, les dindes ont évolué en termes de saveur et de texture. Les variétés actuelles sont conçues pour offrir une viande plus tendre et moins grasse, s'adaptant aux préférences des consommateurs. Cependant, cette transformation a suscité des critiques de la part de certains défenseurs de l'agriculture traditionnelle, qui soutiennent que ces oiseaux ont perdu une partie de leur essence originale. En parallèle, les dindes sauvages, qui conservent de nombreuses caractéristiques de leurs ancêtres, continuent d'habiter les forêts et les champs d'Amérique du Nord. Bien qu'elles soient plus petites et plus agiles que leurs homologues commerciales, elles représentent un lien avec l'histoire naturelle de cet oiseau. L'histoire de la dinde moderne est un témoignage de la façon dont l'intervention humaine peut façonner les animaux pour répondre aux demandes culturelles et commerciales. D'un oiseau petit et agile à un géant de ferme, la dinde reflète notre capacité à transformer la nature en fonction de nos besoins. Numéro 11. Aubergines. Connues pour leur couleur violette caractéristique, elles ont un passé qui surprend beaucoup de gens. Ce fruit, souvent considéré comme un légume, n'a pas toujours eu la forme et la couleur que nous l'y associons. De nos jours. En fait, son nom vient de son apparence originale, qui rappelait un œuf. Les premières aubergines ont été cultivées il y a plus de 2000 ans dans les régions de l'Inde et de la Chine. Ces variétés primitives étaient petites, rondes et d'une couleur blanc pâle. Bien que cela nous semble étrange aujourd'hui, ces caractéristiques les ont rendues populaires à l'époque, notamment pour leurs usages médicinaux. On croyait que les aubergines pouvaient traiter une variété de maux. Des maux de tête aux problèmes digestifs. Avec le temps, les aubergines ont commencé à voyager à travers le monde. Au cours du XXe siècle, les Maures ont introduit ce fruit en Europe, où sa culture s'est rapidement étendue. Cependant, ce n'est qu'au XVIe siècle qu'elles sont arrivées en Amérique, après les voyages des explorateurs européens. Malgré leur présence sur le continent, les aubergines n'étaient pas populaires dans l'alimentation quotidienne en raison de leur goût amer. L'évolution des aubergines vers les variétés modernes a été un processus lent. Grâce à la sélection agricole, les agriculteurs ont réussi à augmenter la taille du fruit, à améliorer son goût et à développer une texture plus douce. Ce processus a également abouti à la couleur pourpre caractéristique, qui est due à une haute concentration d'anthocyanines, des pigments naturels présents dans leur peau. De nos jours, les aubergines sont un ingrédient polyvalent dans la cuisine internationale. Elles sont utilisées dans des plats comme la moussaka grecque, la ratatouille française et les aubergines à la parmesane italienne. De plus, les variétés blanches et rondes originales existent toujours, bien qu'elles soient moins courantées, souvent considérées comme une curiosité culinaire. L'histoire des aubergines est un exemple parfait de la façon dont les aliments peuvent se transformer. Non seulement dans leur apparence, mais aussi dans leur rôle au sein de la culture et de la gastronomie. Numéro 12. Laiteux. L'un des légumes les plus courants dans notre alimentation, elle a une histoire qui remonte à plus de 2500 ans.
Bien qu'aujourd'hui elle soit un aliment de base dans les salades et les accompagnements, ses débuts étaient plus liés à la médecine qu'à la gastronomie. Les premiers enregistrements de la laitue proviennent des régions du sud-ouest de l'Asie. La plante originale, connue sous le nom de Thusa seriola, était remarquablement différente des variétés modernes. Elle avait des feuilles pointues et une structure plus rigide, ce qui lui a valu le surnom de plante de la boussole, en raison de la façon dont ses feuilles s'étendaient vers l'extérieur. Cette laitue primitive était appréciée pour sa résistance et sa capacité à pousser dans des climats arides. Lorsque la laitue est arrivée en Méditerranée, elle est devenue une culture importante grâce au climat favorable de la région. Les anciens Égyptiens, Grecs et Romains l'utilisaient non seulement comme aliment, mais aussi comme remède médicinal. Sa sève, connue sous le nom de lactucarium, avait des propriétés sédatives et était utilisée pour traiter une variété de maux, de l'insomnie aux douleurs rénales. Pendant le Moyen Âge, la laitue s'est popularisée en Europe, notamment grâce à sa polyvalence. Au fur et à mesure que les agriculteurs expérimentaient sa culture, ils ont commencé à développer des variétés plus douces et feuillues, idéales pour la consommation brute. Ce processus a marqué le début de la transition de la laitue de son usage médicinal à son utilisation comme aliment quotidien. En Amérique, la laitue a été introduite par les colons européens au XVIIe siècle, mais elle ne devint une culture prédominante qu'au XIXe siècle. L'amélioration des techniques agricoles a permis sa production massive, la rendant ainsi plus accessible aux classes ouvrières. Aujourd'hui, la laitue se retrouve dans une grande variété de plats à travers le monde, des hamburgers aux salades sophistiquées et gastronomiques. Bien qu'elle ait perdu son rôle de remède médicinal, elle reste une source importante de fibres et de vitamines, en plus d'être un rappel de la façon dont les aliments peuvent évoluer avec le temps pour s'adapter à nos besoins.